Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des différents systèmes de santé qui existent dans le monde, comment ils se définissent et quelles sont leurs caractéristiques. Qu'est-ce qu'un système de santé? C'est l'ensemble des ressources de financement, de l'organisation et de la gestion qui concourent à l'offre de services pour la population, concourent à offrir des soins de santé pour la population. Ceci est la définition de Romer. Mais il existe aussi la définition plus récente de l'OMS en 2000 qui dit que c'est l'ensemble des activités dont la fonction primordiale est de promouvoir, protéger, restaurer et maintenir la santé. En fait, c'est la définition qui est la plus proche de notre vécu en termes de praticiens de santé. Quel est l'objectif d'un système de santé? L'objectif d'un système de santé, c'est d'abord d'offrir un niveau optimal d'état de santé distribué équitablement à l'ensemble de la population. Il doit aussi offrir un degré suffisant et correct de protection financière pour tous les individus contre tous les risques, c'est-à-dire la meilleure protection sociale possible. Et aussi, il doit offrir le niveau le plus élevé possible de satisfaction des consommateurs. Il faut que les consommateurs, ça veut dire que les utilisateurs du système de santé, soient le plus satisfaits possible. Quelles sont les fonctions d'un système de santé? D'abord, un système, il doit être, il se caractérise par sa gouvernance. Quel est le, qui prend les décisions, qui concourt à la décision et qui participe à la décision? Comment il est financé? Comment sont réunies les ressources? Et qui fournit les services? Est-ce que ce sont, et quel type de services? Est-ce que ce sont des services de santé personnels ou des services de santé non personnels? Et les services de santé non personnels étant les services qui sont donnés à la collectivité en termes d'activités de prévention. En fait, le financement, c'est comment se fait la collecte des fonds budgétaires? Comment est-ce qu'on met en commun les fonds et puis comment on les répartit? Et qui achète les services de santé? Alors, la collecte des fonds provient de différentes sources. D'abord les impôts, les cotisations obligatoires ou facultatives des assurances sociales qui permettent de financer les forfaits hôpital, le out of pocket qui veut dire la contribution des ménages, combien les familles mettent pour leurs services, pour accéder aux soins, quel budget ils mettent, et puis les dons. Le service de santé est un des services qui bénéficie beaucoup de dons nationaux ou étrangers. La mise en commun de ces fonds. Donc, la mise en commun, ça permet de cumuler les revenus qui ont été récoltés et puis en même temps de les ventiler entre les différents services. L'objectif étant de s'assurer que le risque repose sur tous les contributeurs, qu'ils soient malades ou non malades. Et le but principal est de répartir le risque financier. Au moment de l'utilisation des services, il faut que ça coûte le moins cher aux individus et au système également. Alors, soit que le principe, c'est le prépaiement, les budgets sont attribués à l'avance aux services de santé. Et donc, souvent, le prépaiement est associé aussi avec des paiements directs. Qui va acheter les services de santé? Ça veut dire l'offre de soins. Le premier acheteur, c'est d'abord l'État qui va doter les hôpitaux, les polycliniques de budget pour
acheter des soins au bénéfice de la population. Et donc, l'État va fournir des moyens à partir des recettes, à partir des impôts, à partir des budgets qui proviennent des assurances. Ensuite, le deuxième acheteur, c'est l'assurance maladie qui va acheter des soins à l'hôpital. Et ensuite, le dernier acheteur, c'est les individus qui vont payer directement leurs soins. Quand vous allez chez un médecin privé, mais vous payez directement les honoraires du médecin. Quelles sont les fonctions et les objectifs d'un système de santé? Les fonctions du système sont d'abord, vous avez une administration générale qui va assurer la fonction de contrôle, qui va créer des ressources, qui va faire des investissements, des formations. Et pour ce qui est du financement, elle va collecter les fonds et ensuite mettre en commun et ensuite acheter des services. Et ensuite, avec tout ceci, fournir les soins. L'objectif du système, il doit devoir répondre aux attentes de la population et des patients. Il doit améliorer l'état de santé et il doit contribuer équitablement à la dépense financière. Il faut qu'on arrive à donner le même état de santé, le même bon état de santé à tout le monde. Donc, c'est une répartition, c'est une contribution financière équitable et il ne faut pas prendre plus de ressources aux uns et moins à d'autres. Il faut être équitable. Donc le modèle de système de santé, d'abord il y a des besoins sanitaires, la population a des besoins en santé auxquels il faut répondre et en activant les ressources, le modèle d'organisation, la gestion, la présentation des différents services pour obtenir des résultats sanitaires. Quels sont les moyens d'un système de santé? D'abord son financement et son organisation. Comment est l'organisation générale ou macro-organisation? Comment on va inciter les consommateurs, ça veut dire les utilisateurs, les patients, et en même temps les prestataires? Comment fonctionne la régulation du système de santé et comment fonctionne l'information? Quels sont les moyens d'un système de santé? D'abord son financement et son organisation. Les méthodes de financement sont choisies par un pays nous aide à répondre aux questions suivantes. Quel est le montant des ressources financières disponibles Quelle est la hauteur des budgets qu'on va attribuer? Qui va contrôler les ressources? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est l'État, les collectivités locales, le Parlement? Comment on va attribuer ces ressources? C'est par des impôts, les cotisations, les revenus des hydrocarbures? Qui c'est qui va acheter les soins? Est-ce que c'est l'hôpital qui achète les soins directement ou c'est l'État ou c'est les individus eux-mêmes? Et comment les risques sont couverts? C'est-à-dire comment la sécurité sociale vient couvrir les risques? Est-ce que c'est à 50% de la population, 80% de la population? Est-ce qu'elle ne couvre que 50% des risques, 80% des risques? Le financement et son organisation. Alors, comment vérifier que les ressources sont efficacement employées? Alors, il faut mettre en place des systèmes de contrôle et d'évaluation. Est-ce que le gouvernement va affecter les budgets dans les régions? Est-ce qu'il va répartir en fonction des régions? Ou est-ce qu'il va répartir en fonction des programmes de santé ou en fonction des maladies prioritaires? Et en fait,
il y a beaucoup de choses qui vont conditionner euh, les méthodes de rationnement. D'abord, quel est le prix des services de santé? Quelle est la durée d'attente? Plus, euh, plus il y a une demande, plus il y a une demande de soins, plus l'attente va être longue. Plus la qualité des soins est élevée, plus les prix sont chers, plus les coûts sont chers. Et puis, comment est organisé le système macro? L'incitation, l'incitation aux consommateurs et aux prestataires. Est-ce que les coûts sont partagés entre les patients et la sécurité sociale, ou alors les patients et l'hôpital, par exemple, et comment les hôpitaux ou les services de santé sont payés? Est-ce qu'ils sont payés directement? Est-ce que c'est la sécurité sociale qui paye? Est-ce que c'est le malade qui paye? Est-ce que c'est l'État qui attribue les budgets? Et les professionnels de santé, est-ce qu'ils sont payés à l'acte? Ils sont payés par les patients, une partie par les patients, une partie par l'État? Comment intervient la sécurité sociale? Donc, et quels sont les risques? Quels sont les éléments qui permettent de réguler un système de santé? D'abord, l'organisme d'assurance, les syndicats de médecins, les hôpitaux, les pharmaciens, et donc l'évaluation. Il y a toujours une évaluation qui est effectuée aussi bien par les gouvernements, les assemblées, la sécurité sociale, les individus eux-mêmes, qui sont capables de dire ben, cet hôpital travaille bien ou ce médecin travaille bien, et donc lui font de la publicité, ou alors ils disent le contraire. Quels sont les moyens d'un système de santé? Ensuite, l'information. Comment l'information elle est diffusée et la communication ainsi que l'éducation sont diffusées par l'État et le secteur privé. Donc, ça peut aussi influencer les croyances des populations, et ça peut influencer les attentes des populations, le style de vie, les préférences, ou pour le système, ou pour un système public, ou pour un système libéral, ou pour un mode de vie sain, et puis ou alors beaucoup de une grande consommation des services de santé, une hypermédication, une automédication. Donc tout ceci va influencer l'utilisation des services de santé par la population. On va étudier les principaux systèmes. D'abord le système bismarckien. Le système bismarckien, qui est le système qui caractérise l'Allemagne, qui est basé sur le régime obligatoire d'assurance maladie. C'est-à-dire que toutes les professions ont leur sécurité sociale, leur système de sécurité sociale, et donc, les employés vont, les, les cotisations des employeurs et des salariés vont, vont payer le système, vont financer le système de santé. Et donc, ce système-là n'engage pas les impôts, ça n'engage pas les finances publiques. Il est décentralisé ou centralisé. Et en fait, c'est un système qui est basé sur les landes. Chaque, euh, chaque département ou lande en Allemagne, il génère ses cotisations, et donc voilà le budget qui va financer le système de santé. Le système il est complètement décentralisé. Il est complètement décentralisé. Et donc, vous allez avoir un land qui est riche, qui aura un grand budget santé, par rapport à un land qui est moins riche, qui aura un budget santé moins important.
Alors, il existe toutes les familles, on désigne pour chaque famille ou pour chaque individu un médecin traitant. C'est lui qui va filtrer l'accès aux autres médecins et même aux professionnels, dentistes, euh, kinésithérapeutes, ce que vous voulez. Et donc, c'est un médecin référent, c'est le médecin référent qui va filtrer l'accès aux autres professionnels de santé et qui, lui, va coordonner le parcours de soins de l'individu. Il va connaître toute l'histoire santé de son patient. Et en fait, l'accès à l'hôpital, il ne se fait pas directement, mais c'est ce médecin de ville qui va prescrire, un médecin de ville ou un spécialiste en tout cas, qui va déterminer, qui va agir sur l'hospitalisation. Et les hôpitaux, à ce moment-là, ils sont, euh, financés par le système de forfait. Par le système de forfait, les personnes, parce qu'elles sont couvertes, ne financent pas, ne payent pas leur hôpital. Mais par contre, il existe un système de recommandation professionnelle. Il y a des collèges de spécialistes qui déterminent les critères diagnostiques, les critères thérapeutiques devant chaque cas de maladie. Et puis les médecins sont tenus de respecter ces recommandations professionnelles. Il existe aussi un système d'échange d'informations entre les professionnels de santé et entre les caisses d'assurance maladie, ce qui fait que le malade, le patient, il est au centre des professionnels qui s'occupent de lui et, il dispose d'un dossier bien fourni, bien conséquent au niveau de la caisse d'assurance maladie. Il existe un partage de l'information autour de chaque patient. En France, le système bismarckien est centralisé, contrairement à l'Allemagne qui est décentralisée dans les Landes, c'est-à-dire dans les départements. En France, il est centralisé et en fait, la différence, c'est que les cotisations des employeurs et des employés sont toutes parviennent toutes à la caisse de sécurité nationale et c'est elle qui les répartit dans les départements français, au gré des hôpitaux. Et donc, ici, il y a une vraie centralisation nationale et donc tous les revenus générés par les cotisations arrivent à une échelle centrale. Il a été mis en place au lendemain de la guerre mondiale. Et donc, c'est une couverture financière collective qui est généralisée à l'ensemble de la population française. Il couvre 80 le régime de la sécurité sociale couvre au minimum 80% de la population et donc les autres organismes et les mutuelles, ça couvre les 20% restants. En France, les hôpitaux publics sont financés par le budget global de la sécurité sociale. Les médecins sont payés à l'acte. Au départ, c'était par les patients et aujourd'hui, les choses ont changé, c'est par la sécurité sociale. Les médicaments, c'est exactement la même démarche. Les patients, au départ, ils payaient, ils étaient remboursés. Et puis maintenant, c'est la sécurité sociale qui paye directement. Par contre, le prix des médicaments remboursés et donc pris en charge par la sécurité sociale, il est régulé.
et la liberté avant, le patient avait une grande liberté de circulation. Aujourd'hui, sa mobilité est très réduite. Il est obligé de passer par un médecin référent qui, lui, va filtrer sa circulation d'un médecin à l'autre ou d'un professionnel à l'autre. Vous avez aussi le système beveridgien qui a été mis en place par Beveridge en 1948 en Angleterre. C'est un système universel de protection sociale sans affiliation. Tout le monde, toute la population bénéficie d'une protection sociale sans être affilié à une caisse de sécurité sociale. Il est, il est financé par les impôts. Donc, ce qui engage directement les finances publiques, les impôts générés par l'économie sont reversés au soutien du système de santé. En Angleterre, le système beveridgien est un système centralisé. C'est l'ensemble des impôts qui sont ensuite, c'est le pourcentage des impôts qui est réservé au système de santé qui est ensuite réparti, au service de santé. Donc, il existe une gratuité des soins offerte à l'ensemble de la population. Tous les patients se présentent gratuitement au service de santé et 82% du financement provient de l'impôt. Ici, les prestataires de soins sont complètement autonomes. Ils sont libres de s'installer où ils veulent, de prescrire les traitements qu'ils veulent ou les protocoles diagnostiques. Et ils peuvent travailler aussi bien dans le public que dans le privé ou dans les deux à la fois. Les médecins en Angleterre sont libres. Aux USA, le système de santé est plutôt un système mixte. D'abord, les mesures d'assistance, il existe des mesures d'assistance destinées aux familles défavorisées. Le système pour les familles défavorisées s'appelle Medicare ou Medicaid, qui est à la charge des dépenses publiques, donc prise en charge par les impôts. Seulement Medicare et Medicaid ne prévoient pas des soins de haut niveau, c'est seulement des soins de santé de base pour les populations et les familles les plus démunies. Pour les autres, il existe des assurances qui prennent les assurances qui prennent en charge les, les soins de santé de la population. Les assurances sont souscrites soit par les employeurs ou alors à titre individuel. Et donc, ce sont seulement les personnes qui ont des qui sont couvertes par des assurances qui peuvent bénéficier de tout type de soins de santé. La réforme Obama qui avait démarré sous l'ère d'Obama, qui a été ensuite mise en péril, projetait de prendre en charge 15% de la population américaine qui ne bénéficiait, qui était dépourvue de prise en charge de santé. Et donc, c'était 15 millions d'Américains qui étaient programmés, mais en fait, le programme est tombé à l'eau. Que peut-on dire sur les systèmes de santé? Que les systèmes sont interdépendants. Il existe une interdépendance. Les systèmes de santé sont interdépendants avec les environnements économiques et politiques des pays. Et donc, un système de santé va dépendre, il va évoluer en fonction des stratégies politiques, des stratégies économiques. Et donc, est-ce que les pays vont considérer que la santé, c'est très important pour leur développement et ils vont
réserver les budgets qu'il faut et donc protéger la population, assurer une couverture sociale et une couverture sanitaire, et comment ils vont mobiliser les ressources pour ceci. Et en fait, de façon générale, l'objectif du système de santé, c'est de fournir de façon équitable des services de santé pour arriver à un même état de santé pour toute la population et un même niveau de soins. Il faudrait aussi que la couverture soit la plus large possible en termes d'accès aux soins, mais aussi en termes de risques financiers et de réactivité pour que il n'y en ait pas qui soient plus pénalisés que d'autres. Les fonctions du système de santé, il est important que le niveau de gouvernance à, permette aussi bien aux décideurs qu'aux représentants de la population, aux représentants des patients d'intervenir dans la prise de décision. C'est une décision collective dans l'intérêt de tous. Et aussi le mode de financement, comment se fait la fourniture des services et comment on va mobiliser ces services pour ces ressources pour fournir des services de santé de qualité aux patients. Il existe donc, on a vu maintenant qu'il existe 3 types de systèmes de santé, mais en fait, il n'y en a aucun qui est vraiment pur. Ils sont ou bismarckiens, ou beveridgiens, ou mixtes, ou alors centralisés, décentralisés. Donc, le système dispose de moyens essentiels. Est-ce qu'on peut faire un financement organisé? Comment on peut organiser les structures de soins? Quelles sont les méthodes et les mesures d'incitation? Comment on va procéder à la régulation? Et puis, quelle information et comment on va donner l'information aux patients et puis aussi aux professionnels de la santé pour aboutir à la meilleure information et la meilleure régulation. Je vous remercie.